Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au troisième webinaire de la Fédération TND du CF Dijon. Je me présente, je m'appelle Delphine Mellet, je suis neuropsychologue au CRTLA, donc au Centre de référence pour les troubles du langage et des apprentissages au CHU. Je suis accompagnée de Noémie Relin, qui est orthophoniste également au CRTLA et dans le service de génétique. C'est Noémie qui va vous parler aujourd'hui des troubles du langage et de la communication pendant une trentaine de minutes. Elle sera accompagnée ensuite de Karine Aulois, qui est notre infirmière de coordination, et de Salima, qui est une maman, la maman d'un enfant qui a un trouble du langage, qui a bien voulu participer et témoigner aujourd'hui. Nous la remercions d'avance. Nous lui avons soumis quelques questions au préalable. Et donc, c'est Karine Aulois, notre infirmière de coordination, qui lui posera ces questions. Ce temps de questions durera une quinzaine de minutes. Nous aurons ensuite un temps d'échange et de questions. Je vous demanderai de poser vos questions via le chat. Vous pouvez dès à présent participer, poser via le chat. Et je vous demanderai de couper vos caméras et vos micros pour faciliter la présentation. Donc vraiment, n'hésitez pas à participer si vous le souhaitez par le chat. Donc, le webinaire est enregistré pour que vous puissiez ensuite avoir accès au replay. Et une petite nouveauté sur ce webinaire, nous avons mis en place un questionnaire de satisfaction. Vous aurez accès à ce questionnaire sur la dernière diapo, donc n'hésitez pas à participer soit via le QR code, soit via le lien qui sera proposé. Ça nous permettra d'avoir vos retours sur ce webinaire et puis aussi que vous puissiez un peu nous donner vos attentes pour des prochains webinaires. Et ben voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon webinaire. Ben, c'est parti. Alors, je vais essayer de partager l'écran déjà. Hop. Alors, tac. Alors, je suis pas sûre que ça fonctionne. Partager. On va essayer comme ça. Hop. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Je pense. Oui. C'est bon, ok. Alors, deuxième question. On va faire en plein écran comme ça. Vous voyez toujours mon écran? Bon, super. Et ben, c'est parti. J'ai mis le petit timer pour essayer de tenir les 30 minutes. Donc, du coup, on va essayer de voir ensemble ce qu'on entend par trouble du langage et de la communication. Donc, on va débuter par quelques définitions, quelques repères vraiment très rapides sur le développement, des éléments sur les signaux d'alerte et quand est-ce qu'il faut orienter, des éléments ensuite sur les critères diagnostiques et sur l'évolution de ces troubles. Et enfin, on finira par quelques ressources. Alors déjà, si on commence par s'entendre sur ce qu'on entend par la communication, le langage, c'est des termes qu'on utilise souvent pour dire plein de choses. Donc, en tout cas, en orthophonie, on parle de communication quand il y a l'interaction de ces trois domaines. Donc, le premier, c'est le contenu. Il faut que je sache ce que j'ai envie de partager. L'intention, comment je vais faire, à qui je veux l'adresser, par exemple. Est-ce que je veux partager de l'information? Est-ce que je veux poser une question? Voilà, qu'est-ce que je veux faire de mon message? Non, c'est pas normal qu'on soit toujours sur le titre. Alors, bah, du coup, je vais juste me mettre hop, comme ça. Là, c'est bon. Alors, donc, le contenu, c'est la première partie dont on parlait. L'intention, ce qu'on va faire de notre message. Et puis, du coup, la forme, c'est la forme que va prendre notre message. Est-ce qu'on va le dire à l'oral? Est-ce qu'on va l'écrire? Est-ce qu'on va le signer? Est-ce que ça va être à travers notre posture aussi? Donc, toutes ces formes-là, ça participe à la communication. Et donc, c'est bien l'ensemble de ces trois éléments qui forment voilà, la communication. Si on détaille ensuite, au niveau du langage, on a ce qu'on appelle le versant réceptif, c'est la compréhension, ce qui nous arrive dans les oreilles. Et puis, on a le versant expressif. Donc, c'est voilà, tout ce qui va sortir de notre bouche. Et puis, forcément, au milieu, il y a quand même tout un traitement au niveau de l'attention, de la mémoire, pour faire marcher tout ça.
Et si on prend juste, par exemple, au niveau de la compréhension, on a l'impression qu'on ne fait pas d'effort pour comprendre quelque chose quand on n'a pas de difficulté, mais en fait, ça implique déjà tout un tas de traitements différents. Donc voilà, juste pour comprendre un message, il faut déjà, heu, effectuer ce traitement auditif, se dire qu'on est bien dans notre langue, essayer de comprendre les mots, essayer de comprendre les relations des mots entre eux. Est-ce qu'il faut que j'infère des choses? Est-ce qu'il faut que j'ai une réponse sociale à apporter et cetera? Donc simplement pour la compréhension, on voit que c'est déjà très, très intense et compliqué. Hem, donc il y a déjà beaucoup de choses à faire, au niveau de la compréhension. Alors, si on passe maintenant au niveau des modules du langage, donc normalement ça faisait une petite animation plus jolie que ça, mais si ça ne passe pas, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Donc en fait, dans le langage, il y a plusieurs modules. Donc le premier c'est l'articulation. C'est vraiment l'aspect moteur, comment je place, ma bouche pour faire tel ou tel son. Heu, donc ça, c'est vraiment, voilà, l'aspect articulation. Ensuite, on a l'aspect phonologie. Une fois que je sais faire mes petits sons de façon isolée, je vais pouvoir les assembler entre eux pour former des mots. Donc ça peut être, par exemple, les enfants qui savent très bien dire le «te», le «re», mais dire, le «tre» de train, ça va être un petit peu compliqué. Donc c'est tout cet enchaînement de sons-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle la sémantique, donc c'est le lexique, le vocabulaire, toutes les connaissances qu'on a sur les mots. Ensuite, on a la morphosyntaxe. Donc là, c'est vraiment, la morphologie, c'est les petites marques de féminin, de pluriel et la syntaxe, c'est les mots l'ordre des mots dans la phrase. Et puis la dernière petite roue, c'est ce qu'on appelle la pragmatique. Donc la pragmatique dans le langage, c'est, s'adapter à son interlocuteur. Donc, par exemple, ça peut être, le niveau de langage qu'on va avoir si on s'adresse plutôt à un enfant ou plutôt à un collègue de travail. On a aussi tous les éléments de tour de parole, de regard quand on s'adresse à quelqu'un, de d'intonation dans la voix et cetera. Tout ça, c'est, ce qu'on appelle la pragmatique. Et donc à chaque fois, en fait, on a, ces petits modules du langage, à chaque fois sur le versant compréhension, à chaque fois sur le versant expression. Donc à nouveau, on voit que, en fait, le langage, ça a l'air facile comme ça quand on n'a pas de difficulté, mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, hop, je passe comme ça. Donc si on prend quelques éléments du développement de cette communication et du langage, déjà comment on développe tout ça? Et ben, en fait, c'est beaucoup par imitation. C'est pour ça que quand, on est en interaction avec, des tout petits, déjà, on voit qu'ils nous regardent beaucoup, ils regardent beaucoup le visage, ils regardent beaucoup notre bouche pour voir comment se passe tout ça, comment on fait et ils vont s'amuser à reproduire les intonations des tout petits, des 3-4 mois. En fait, on comprend pas ce que les enfants disent, mais on a déjà cette mélodie de la voix qui est présente, ils vont s'entraîner à moduler leur voix. Donc c'est déjà présent très, très tôt. Donc on apprend par imitation et on apprend en interaction et en interaction avec des vraies personnes plutôt que devant des écrans, même si, on est, devant, je sais pas, un dessin animé qui nous demande d'interagir, ça marche quand même mieux quand c'est des vraies personnes. Donc ouf, nous quand même. Heu, si je vous mets là quelques éléments de points de repère sur le développement du langage, en fait, on demande souvent à quel âge commence à communiquer l'enfant, à quel âge l'enfant commence à parler et en fait, la communication, elle arrive très, très tôt, dès les premiers temps de vie, alors que le langage, comme on entend ça dans sa forme vraiment, voilà, articulée, arrive un peu plus tard. Donc la communication, c'est dès le début et puis va se mettre en place dans la première année ce qu'on appelle le babillage. C'est les enfants qui vont répéter papa, papa, mama, mama, mama jusqu'à temps qu'il y ait des réactions en face. Et puis, en général, on donne ce repère de à 1 an apparaissent les premiers mots. Donc on s'entend sur, 1er mot, l'enfant va pas dire tracteur en premier ni spectacle, mais simplement voilà, on entend par premier mot le fait de donner, la même étiquette verbale. Par exemple, ça peut être, bibi pour biberon. Si à chaque fois il dit bibi pour biberon et qu'il le dit que pour ça, on considère que c'est, le premier mot, par exemple. Et du coup, l'enfant va s'imprégner de tous les mots qu'il entend autour de lui et va pouvoir, vraiment enrichir son vocabulaire et on considère qu'à peu près 2 ans, l'enfant va avoir à peu près 50 mots dans son répertoire qu'il va pouvoir dire. Il en comprend beaucoup plus et en fait, à partir de 2 ans, il va pouvoir commencer à les associer. Donc ça peut être, biberon fini, des petites choses comme ça. Donc c'est vraiment le début des phrases et puis après, vers 3 ans, on considère qu'il commence à utiliser le «je» pour parler
parler de lui. Et là, on est sur vraiment une explosion du lexique où il va pouvoir produire jusqu'à 1000 mots et vraiment commencer des petites phrases un peu plus élaborées. Donc voilà, c'est des repères très, très généraux, mais vu le temps imparti, on ne peut pas forcément rentrer plus dans les détails. Je vous ai mis une petite diapo sur le bilinguisme parce qu'on même un multilinguisme, parce qu'on est de plus en plus confronté à ces patients et c'est voilà, juste, garder en tête que les étapes du développement sont globalement les mêmes pour ces enfants-là, et les conseils qu'on donne en général, c'est que, l'adulte doit parler dans la langue qu'il maîtrise. Donc, parce qu'en fait, si vous cherchez à parler une autre langue que vous ne maîtrisez pas forcément, ça va casser la communication parce que, bah, voilà, vous allez être en recherche à vous dire: «Alors mince, comment on dit ça déjà?» et en fait, le temps de réponse est déjà parti. Donc parler la langue qu'on maîtrise, on dit souvent le principe «une langue, une personne». Donc si, par exemple, il y a un parent qui parle anglais et un parent qui parle français, ben, voilà, de pas inverser, de voilà, vraiment s'en tenir à la langue qu'on maîtrise et c'est important de conserver cette langue familiale, cette langue de cœur parce que, voilà, il y a tout ce qui est rattaché au niveau des intonations, des émotions et vraiment ce lien culturel qui est très important et donc pour les enfants, c'est comme pour les enfants qui ne parlent qu'une seule langue, c'est très important d'avoir de ce bain de langage, en fait, cette immersion dans la langue. Alors, on va enchaîner du coup avec les signes d'alerte qui vont, du coup être en opposition avec le la petite trajectoire que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc si on prend globalement au niveau de la communication non verbale, ça va être des enfants qui sont pas du tout dans la relation, qui n'ont pas de suivi, pas de contact, on les sent pas présents, pas là. Hem Ça peut être des enfants aussi, voilà, qui développent pas le babillage, ou qui, voilà, qui s'intéressent pas trop à la relation, on va dire, qui s'isolent, un peu plus grands. Au niveau de la compréhension, assez vite, les enfants, ils vont pouvoir avoir accès, par exemple, si on leur dit: «Donne, quelque chose», «Donne les chaussures» ou «Donne le petit gâteau» et cetera. S'il y a un an, ils comprennent pas ça, voilà, ça peut venir nous interpeller ou plus tard, s'ils ne réagissent pas aux ordres simples, aux consignes, s'ils n'ont pas intégré les petites routines, du quotidien, ça peut, voilà, nous mettre la puce à l'oreille. Hem Au niveau de l'expression, on va s'interroger aussi, voilà, s'il y a un bébé qui est trop silencieux, qui voilà, qui va pas venir tester, en fait, toutes ces capacités-là, qui n'a pas de babillage ou alors où le babillage s'arrête, on va venir s'interroger. Si, en gros, il y a pas de mots, s'il y a pas beaucoup de mots, s'il utilise plutôt des gestes, s'il y a pas d'association de mots à 2 ans et si à 3 ans, l'enfant est complètement inintelligible. En fait, à 3 ans, il y a encore des petites altérations, mais globalement, on est censé pouvoir comprendre à peu près ce que l'enfant veut nous dire et ce qui va nous interpeller vraiment, c'est s'il y a une régression du langage. Là, il faut vraiment, vraiment s'interpeller et aller consulter. Hem Et puis on peut être attentif aussi à toutes les difficultés autour de l'oralité. Donc, ça peut être, très tôt des difficultés d'allaitement ou des enfants qui bavent beaucoup et des enfants pour qui les repas sont très compliqués. Soit, parce que c'est difficile pour eux de mâcher vraiment au niveau moteur, soit parce qu'ils ont une sélectivité alimentaire. Tout ça, voilà, ça peut nous interroger. Et puis des signes d'alerte un peu plus généraux avec des enfants qui vont crier en permanence ou avoir une voix très forte, qui vont se montrer agressifs ou au contraire très, très passifs. Ben, là, voilà, on peut s'interroger sur ce qui se passe. Donc là, c'était plutôt pour les petits 0-3 ans. Si on prend un peu, la tranche d'âge, suivante, entre 3-6 ans, on va aller s'interroger devant des enfants qui présentent un bégaiement qui persiste. Au niveau du bégaiement, ça peut être, une étape un peu transitoire où, certains enfants ont plein de choses à raconter quand ils rentrent, de l'école et en fait, ça se bouscule un peu dans leur bouche parce qu'ils n'ont pas encore tout à fait tout ce qu'il faut pour, mettre en ordre leurs idées. Donc ça peut être une période tout à fait normale, mais si ça persiste, si on voit des tensions, là, il faut aller consulter. Ça peut être des enfants qui font des phrases très courtes ou pas très bien construites, des enfants qui sont complètement inintelligibles, qui vont se mettre en retrait ou alors qui vont présenter aussi des confusions de sons. En fait, on essaye qu'avant l'entrée au CP, pour, l'entrée dans la lecture, on essaye qu'il y ait plus du tout de confusion de sons pour pas qu'ils soient perdus, avec ce nouvel apprentissage. Donc face à tout ça, on va toujours aller vérifier la vue et l'audition parce que forcément, c'est plus difficile, s'il nous manque ces 2 aspects-là et puis si on a un doute, on peut aller questionner le médecin traitant, le pédiatre
pour aller demander voilà, si c'est normal, pas normal et est-ce qu'il faudrait consulter un spécialiste. Je vous ai remis la petite diapo des collègues sur les différentes étapes du diagnostic, enfin du parcours diagnostique, donc avec les premières lignes et puis 2e ligne, 3e ligne si besoin. Je passe vite sur ça du coup, vu que c'est des choses qui avaient déjà été partagées. Et donc s'il y a besoin d'un bilan orthophonique, il faut savoir que c'est pour l'instant encore sur ordonnance, mais ça peut peut-être bientôt changer, on espère. Et qu'en fait, du coup, comment ça se passe? Il y a toujours un temps d'échange avec, l'enfant ou le patient et sa famille, un temps de recueil d'informations et puis après on va, proposer différents tests et observations à l'enfant pour pouvoir le situer, en fait, dans sa trajectoire développementale et puis après il y aura un temps de restitution des résultats à la famille et à l'enfant et ça peut être, voilà, peut-être qu'il y a pas du tout d'indication d'accompagnement, mais qu'on peut formuler quelques conseils, quelques attitudes à privilégier avec l'enfant. On peut proposer des séances de guidance parentale aussi et puis on peut proposer un accompagnement à l'enfant, plus ou moins, la guidance aussi pour les parents. Et très souvent, on espère de moins en moins souvent, on entend: «Oui, mais l'enfant il parle pas, on peut pas encore l'envoyer chez l'orthophoniste». Bah si, si, justement, envoyez-le nous. C'est un bon critère, d'adressage. Alors, je continue avec, les critères diagnostiques. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on va observer pour les enfants, si on a une atteinte, du versant plutôt compréhension, ça va être des enfants qui vont être en difficulté pour comprendre le vocabulaire spécifique, pour comprendre les consignes, pour faire le lien entre tout ce qu'on va leur dire. Si c'est une atteinte plutôt du versant expressif, bah, là, ça va être des difficultés vraiment d'articulation. Ça peut être des enfants qui ont un manque du mot, qui cherchent leurs mots, qui ont des difficultés à structurer leurs phrases, à s'organiser pour raconter une histoire, ou raconter un événement qui s'est passé à l'école, raconter leur journée. Et si on a une atteinte plus globale de la communication, là, en fait, les échanges vont être plus compliqués, ça va être moins fluide et on va voir que la personne a du mal à s'ajuster, en fait, à la relation qui se passe. Et si on fait le parallèle avec les petits trous, on peut avoir des atteintes assez isolées. Par exemple, une atteinte isolée, de l'articulation, c'est des personnes qui vont avoir, un cheveu sur la langue, une façon un petit peu particulière de parler, mais voilà, ça peut marquer, une personnalité, par exemple pour certains acteurs ou certains présidents de la République. Bref, donc voilà, ça peut être, une atteinte isolée, ça peut être une atteinte un petit peu plus globale sur plusieurs modules qui sont touchés ou alors vraiment une atteinte sévère qui impacte plusieurs modules et de façon, voilà, vraiment importante avec beaucoup de retentissement. Donc ça, c'est ce qu'on peut observer. Il n'y a pas besoin d'être orthophoniste pour observer ça. On va voir que l'enfant est en difficulté pour comprendre, qu'il réagit pas forcément à la consigne qu'on a donnée, on voit que l'expression peut être difficile et cetera. Tout ça, c'est ce qu'on peut voir, directement. Après au niveau vraiment des diagnostics, alors je ne sais pas si vous avez déjà, lu des comptes rendus, ou vu, des conclusions. En fait, il y a plein de termes qui se bousculent selon, les pensées, selon les courants théoriques et cetera. Ce qu'on peut retenir en fait aujourd'hui, on peut, se simplifier la tâche et simplifier la compréhension, pour tout le monde. C'est se dire qu'en fait, on va venir, heu expliquer la nature du trouble, donc est-ce que c'est sur le versant expressif? Est-ce que c'est sur le versant réceptif de la compréhension? Ou alors est-ce que c'est les 2? Les 2 sont possibles. On va venir spécifier les modules. Est-ce que c'est une atteinte sur le versant lexical, sur le versant phonologique, sur le versant pragmatique et cetera? Est-ce que c'est un trouble qui est léger, qui est modéré ou qui est sévère? Donc là, c'est vraiment en termes de retentissement sur le fonctionnement, sur le quotidien du patient et en fait, ça va nous aider, justement à mettre en place les aménagements dont il a besoin. Est-ce que c'est juste, des petites choses à mettre en place ou est-ce qu'il y a besoin, par exemple, de demander une AESH pour la scolarité? Et puis on va essayer de dire si on en a connaissance, est-ce qu'il y a une présence de comorbidité, donc d'autres troubles qui peuvent venir impacter aussi, les éléments, du langage? Donc est-ce qu'il y a d'autres TND? Et est-ce qu'on retrouve des étiologies, il y a des fautes, hop, je corrige en même temps. Heu, est-ce qu'il y a des étiologies qui peuvent expliquer aussi, heu, les observations qu'on voit, par exemple certains syndromes génétiques ou voilà, des choses qui peuvent venir expliquer, qui sont communément décrites. Donc en gros, on oublie tous les petits termes d'avant, retard, trouble,
TSLO, dysphasie comme ci, comme ça. On va dire trouble du langage, impactant tel, tel module, tel versant, et comme ça, tout le monde s'y retrouve. Donc, une fois qu'on a fait ce travail de ciblage, en fait, donc on va venir, c'est les éléments du milieu. Donc, le nombre de secteurs linguistiques, c'est les modules qui sont affectés. Est-ce qu'il y a un décalage important? Est-ce que c'est sévère ou pas sévère? Et où en est la compréhension? Donc, on a le profil de notre enfant et on va aller chercher s'il y a des facteurs de protection. Donc, par exemple, est-ce que c'est un enfant qui bénéficie du soutien de son entourage? Est-ce qu'il a un bon fonctionnement intellectuel? Est-ce qu'il a du bon vocabulaire, etc. Et on va aller voir s'il y a des facteurs de risque. Donc, est-ce que c'est un enfant qui est né prématurément? Est-ce qu'il y a un syndrome génétique? Est-ce que le contexte ORL est pas top avec des otites, des choses comme ça? On va aller essayer de faire cette balance un petit peu pour voir sur quoi on peut s'appuyer et qu'est-ce qu'il faudrait renforcer. Et si on prend au niveau des critères DSM, donc le DSM, voilà, c'est ce qui reprend tous les diagnostics. En fait, là, je vous ai mis la première ligne en bleu foncé, c'est les termes qu'on trouve dans le DSM-5. Et en fait, je vous ai mis les équivalents en dessous, au cas où il y ait besoin. Donc, on retrouve les terminologies de troubles du langage, donc c'est tout ce qu'on appelait avant les dysphasies, troubles développementaux du langage oral. Les troubles de la phonation, là, c'est vraiment les aspects moteurs, avec la dyspraxie verbale notamment. Troubles de la fluidité verbale, là, c'est plus facile à déduire, fluidité, bégaiement, c'est plus facile. Et le trouble de la communication sociale, c'est la petite roue de la pragmatique qui est touchée. Et quand on ne sait pas, et ben, on dit trouble de la communication non spécifiée. Mais bon, on essaye de trouver quand même. Et si on prend texto les critères qui sont donnés dans le DSM pour le trouble du langage, en fait, on voit, c'est les petits trous qu'on avait avant. Il faut un manque, voilà, de compréhension ou production incluant les petits trous, en gros. On va venir faire notre bilan pour objectiver les capacités inférieures au niveau escompté. Donc, est-ce que l'enfant, il est dans la trajectoire développementale ou pas? Et puis, le retentissement fonctionnel. Est-ce que du coup, c'est difficile pour lui de participer? Est-ce qu'au niveau scolaire, par exemple, s'il a un trouble de compréhension, ça retentit, etc. Et il faut aussi qu'il y ait une apparition précoce des symptômes. Donc, c'est des enfants chez qui on va retrouver un retard d'apparition du langage. Où, voilà, on va avoir les inquiétudes assez tôt et on va aller vérifier voilà, qu'il entend bien, qu'il n'y a pas d'autres soucis. Et l'idée qu'on peut garder en fait sur les troubles du langage, mais aussi sur les troubles en général, c'est qu'il n'y a pas d'automatisation de la fonction. En fait, c'est comme si vous étiez, si vous vous rappelez votre premier cours de conduite, le tout premier, en fait, on gère le volant, les clignotants et c'est déjà bien assez. Et petit à petit, on va automatiser cette fonction de conduite avec tout ce qu'il faut faire et on va pouvoir être vigilant à tout ce qui se passe parce qu'on automatise les gestes. Et en fait, pour le langage, c'est pareil, on va automatiser tout un tas de choses pour être vraiment disponible à l'interaction et à ce qui se passe et à pouvoir réagir. Et s'il y a, par exemple, si je dois réfléchir à comment organiser ma bouche pour produire tel ou tel son, j'ai moins d'attention à mettre sur les autres domaines. Donc c'est pareil pour, la lecture, par exemple, si j'automatise pas la reconnaissance de certains mots, je vais tout mettre sur, le déchiffrage et je vais arriver au bout de ma phrase, je saurais pas ce que j'ai lu dès le début, en fait. Donc ça, voilà, c'est pour les troubles du langage et on a le trouble de la communication sociale, donc la petite roue de la pragmatique, qui est aussi dans le DSM-5. Donc là, c'est vraiment dans l'utilisation, qui est faite du langage que ça pose problème. Donc on voit que, voilà, c'est des difficultés à adapter sa communication à son interlocuteur, des difficultés à respecter les règles de conversation et des difficultés à comprendre ce qui est pas exprimé. Donc tous les sous-entendus, les petites fois les expressions, les choses ambiguës, tout ça et en fait, il y en a beaucoup, beaucoup dans notre, conversation d'adulte. Donc voilà, quand tout ça est touché, on parle de trouble de la communication sociale. Ça vient impacter, au niveau fonctionnel, ça c'est la même chose. Apparition précoce des symptômes aussi ou alors quand on dépasse les exigences, enfin quand les exigences dépassent, les possibilités de la personne et pareil, on va aller
checker qu'il n'y a rien d'autre qui explique même ça. Et dans le rien d'autre, ici, il y a quand même le trouble du spectre autistique. Donc, je vous ai remis la diapo des collègues aussi du dernier webinaire. En fait, le trouble de la communication sociale, c'est cet aspect-là du TSA. Et donc, si on n'a pas l'aspect caractère restreint, on va parler de trouble de la communication sociale. Mais là, on est vraiment sur une question de diagnostic différentiel. Donc, les répercussions de ces différents troubles, forcément, il y en a sur le langage, sur la communication, mais aussi sur la représentation du monde, la gestion des émotions, comment on se construit une représentation, et sur les comportements aussi. On entend souvent pour les petits, c'est un enfant qui mord souvent. Ça peut être parce qu'il ne peut pas s'exprimer encore, il n'a pas encore les ressources suffisantes pour exprimer son ressenti, et du coup, sa réaction, ça va être d'aller mordre le copain. Est-ce que ça évolue? Oui, bien sûr. La question, c'est souvent, est-ce que ça s'arrête à un moment donné? Est-ce que, voilà, comment ça évolue? Donc, comme les troubles du langage et de la communication font partie des troubles neurodéveloppementaux, c'est dans la structure du cerveau, c'est le réseau du langage qui est impacté. Donc, forcément, le trouble sera toujours là, mais il va évoluer. En fait, les petits troubles qui seront impactés vont pouvoir évoluer, il va progresser en fonction, voilà, des prises en charge qui pourront être mises en place. Donc, il faut garder en tête que ce sera toujours quelque chose qui va gêner la personne, mais ça n'empêche pas d'avoir accès, à, voilà, une vie professionnelle, une vie sociale, et cetera. Alors, il me reste 5 minutes pour les outils, c'est parfait. Donc, au niveau des outils, en fait, l'idée, c'est d'avoir, notre boîte à outils avec dedans, voilà, des attitudes à privilégier pour soutenir le langage et la communication, des outils en termes de, voilà, de matériel, de façon de faire, et cetera. Et puis quand même, l'idée, c'est d'avoir, de s'entourer et d'avoir, voilà, un vrai socle pour que tout le monde aille dans le même sens pour l'enfant. Donc c'est vraiment tout le monde, la famille, les amis, le médecin traitant, les professionnels de l'enseignement, les paramédicaux, et cetera, que tout le monde aille dans le même sens. Et ce qui peut être intéressant, par exemple, ça va être de partager des outils communs, de faire des petits tableaux, mais vraiment, sans qui ne demandent pas des compétences informatiques, énormes, de pouvoir d'identifier, en fait, dans chaque endroit ce qui va, soutenir l'enfant. Donc par exemple, on peut imaginer un tableau comme ça avec ce qui m'aide et ce qui m'aide pas. Et par exemple, si vous n'avez pas compris le mot que je dis, et ben, moi, ce qui va m'aider, ça va être de, me faire des propositions ou alors me demander de pointer quelque chose. Par contre, me demander de répéter, moi, ça m'aide pas du tout. Donc ça peut être des petites choses comme ça où chacun peut compléter en fait, la maîtresse a identifié que et ben, hop, on peut mettre dans le tableau. Voilà, c'est vraiment un partage de stratégies et d'outils qui peut faire gagner du temps à tout le monde et notamment quand on arrive dans un nouvel endroit, ça peut être vraiment intéressant d'avoir, ce type d'outils-là et qui soit transmis d'année en année ou de professionnel en professionnel. Et dans la même idée, il y a le petit tableau qui est proposé par, l'équipe Relais Handicap Rare, dans son passeport d'accompagnement pour, là, des atteintes plus sévères, pour certains enfants qui vont avoir, par exemple, pas forcément accès au langage oral, mais qui vont avoir des comportements, voilà, par exemple, quand je fais, tel comportement, ça correspond, au fait que, j'ai envie d'arrêter l'activité. Donc vous pouvez, me proposer, de sortir de la pièce, de faire autre chose. Donc voilà, c'est des vraiment cette idée d'outils, un peu transversaux pour, partager l'information et pas reprendre de zéro à chaque fois si on sait, heu, le fonctionnement de l'enfant. Après en ressources, purement orthophoniques, si jamais il y a du délai d'attente envers les orthophonistes, il y a des petites plaquettes qui existent sur, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles attitudes on peut privilégier. Donc je vous ai mis à chaque fois dans le diapo, vous retrouverez les informations. Hem Après, voilà, pour tout ce qui est soutenir la compréhension, l'idée, c'est de passer par le visuel parce que c'est comme si vous arrivez dans un pays étranger à l'aéroport. En fait, vous allez chercher les petits pictogrammes, valises, toilettes, repas, et cetera. Vous allez vous baser, en fait, sur ce visuel-là. Au niveau de l'expression, l'idée, c'est pas forcément de faire répéter l'enfant, mais de lui proposer voilà, lui faire des propositions, essayer d'enrichir un peu ce qu'il va dire, lui proposer, voilà, des choix multiples. On peut aussi essayer de le guider sur quand il veut raconter quelque chose, comme ça, voilà, ça organise un petit peu, sa production. On peut essayer de soutenir aussi par des gestes, par, voilà, des gestes sur les sons, des gestes qui vont avoir valeur de mots.
Quand il y a besoin aussi, on peut proposer des outils de communication augmentée, à type, voilà, des tableaux de langage, des petits outils comme ça, pour des situations, par exemple, là, si je me réveille la nuit, voilà. Après, on entend beaucoup parler de communication augmentée. Il faut savoir qu'on en fait, tous très facilement dès qu'on met en place, une image, ou un petit emploi du temps, des choses comme ça. Ça demande pas forcément d'être au top sur tous les logiciels qui existent. Donc, voilà, l'idée, c'est de faciliter la compréhension, faciliter le repérage de mots. Et des ressources qui peuvent vous intéresser en tant que professionnel, je vous ai listé, des petits sites qui peuvent être intéressants. Heu, une formation aussi en ligne, une vision en ligne, pardon, sur, une présentation sur le développement du langage. Et on a un site aussi, qui s'appelle Allo Ortho. C'est l'information qui est dessus est fiable et donnée par des orthophonistes. Il y a plein de thèmes, donc il y a des entrées soit par thème, soit par âge, pour voir, voilà, est-ce qu'il faut s'inquiéter, pas s'inquiéter. Et on peut avoir accès aussi du coup, à une liste d'attente commune des orthophonistes. En fait, ça vous reroute directement, donc je vous l'ai mis là aussi. Et puis après, voilà, je vous ai mis des petites plaquettes, enfin des liens pour les télécharger. Donc ça, c'est, une plaquette sur les 0-3 ans qui est disponible en plusieurs langues. Ça, c'est une autre petite, plaquette aussi avec, à quoi faire attention, des petits repères. Ce site-là est super intéressant, c'est du matériel du Canada il y a plein d'idées sur comment travailler le langage et pourquoi il faut, adopter telle ou telle, attitude. On a le site aussi 2 minutes pour où il y a plein de petites vidéos qui expliquent très, très bien, tout un tas de choses, sur, ben, voilà, sur adapter les repas, sur, qu'est-ce qu'une ULIS, qu'est-ce qu'un IME, comment développer les interactions, comment faire un planning visuel et cetera. C'est très, très bien fait. Et puis là, encore d'autres petits sites, si vous avez encore un peu d'énergie. Voilà, j'arrête de parler. Hop, alors j'arrête le partage, normalement, hop, et je laisse la place à Karine. Bonjour, je suis Karine Audois, l'infirmière de coordination, comme Delphine Mellet m'avait présenté tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est d'avoir un témoignage d'un parent. Donc, on a Salima qui a bien voulu partager son expérience concernant le parcours diagnostic de son enfant. Bonjour. Merci Salima pour avoir accepté. Et puis, je vais vous poser quelques questions afin que vous puissiez nous répondre et nous faire partager votre expérience du point de vue Oui, du parent. Donc, oui. quelles ont été vos premières inquiétudes? Alors, nos premières inquiétudes, nous, c'était vraiment une absence de communication. Il n'y avait pas de regard, il n'y avait pas du tout de babillage, de choses comme ça. C'était vraiment un enfant qui était très, très calme, qui ne cherchait pas du tout à rentrer dans l'interaction ou dans la communication avec nous, ou avec, avec n'importe qui, même en crèche. C'était un enfant qui était assez isolé, qui était assez, dans sa petite bulle. Et à quel âge, à quel moment ça vous a interpellé? Vers 18 mois, on a commencé à, avoir des doutes, à se poser des questions. On a un entourage qui a essayé de nous rassurer un maximum, enfin, en nous disant que, il fallait pas paniquer, que, chaque enfant, évoluait à son rythme. Donc ils étaient vraiment, enfin, ils essayaient de nous rassurer vraiment. Et à ces 2 ans, vraiment à ces 2 ans, c'est là que nos inquiétudes ont été, renforcées parce que ça n'évoluait pas. Il y avait aucune évolution, au niveau du langage et de l'interaction. Donc je dirais oui, entre ces 18 mois et ces 2 ans. Et du coup, c'est vous qui avez repéré les premiers signes. Et Oui. comment ça s'est passé? Vous avez sollicité quelqu'un? C'est quelqu'un qui vous a sollicité pour aller un petit peu plus loin? Alors c'est nous qui, en fait, avons sollicité dans un premier temps le pédiatre, donc qui suivait, notre enfant, de manière régulière. Lors d'une consultation, on en a discuté avec lui, on lui a expliqué un petit peu nos doutes, nos inquiétudes, et puis, bah, il nous a confirmé que vu son âge, il y avait quand même il a posé le mot retard,
C'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit qu'il y avait un retard de langage, un retard de communication. Et du coup, il vous a orienté vers qui? Dans un tout premier temps, il nous a orientés vers un psychomotricien en libéral, pour la prise en charge, de notre enfant, ainsi qu'une orthophoniste. Mais c'est vrai que pour l'orthophoniste, ça a été un peu compliqué parce qu'il y avait des délais qui étaient assez longs pour avoir un rendez-vous pour un bilan. Donc on a commencé dans un premier temps, la psychomotricité pendant quasiment 9 mois et c'est à peu près dans ce délai-là qu'on a pu, avoir un rendez-vous avec, une orthophoniste pour un bilan dans un premier temps. Donc là, du coup, c'était un petit peu le parcours des repérages des signes, donc qui pour vous était plutôt de votre fait en tant que parent. Et donc Oui, ensuite, vous avez commencé le parcours diagnostic. Et oui. dans le parcours diagnostic, quel a été le parcours pour établir finalement le diagnostic définitif? Alors on est resté assez longtemps, je dirais environ 3 ans, sur un parcours en libéral où on était vraiment sur des prises en charge. Donc il y avait, orthophoniste, psychomotricité, ergothérapeute. Et en fait, au bout d'un certain temps, il n'y avait pas de progrès significatif. On voyait vraiment que ça a évolué au début, mais ça a stagné vraiment sur une période assez longue. Donc le pédiatre nous a adressés au CRTLA, pour faire un gros bilan. Donc on a constitué notre dossier avec, tous les bilans qui avaient été faits, par la su par, enfin avant. Donc le bilan de l'orthophoniste, ergothérapeute, on a dû également faire un bilan d'ophtalmo, pour pouvoir le présenter au CRTLA et c'est après étude de notre dossier qu'on a été contacté par le centre, pour enfin pouvoir faire, un bilan global, pluridisciplinaire au sein du centre et pouvoir avancer au niveau de ce qu'avait notre enfant et de ce qui, était responsable de ce retard-là. Et du coup, vous, votre vécu de ce parcours, quel est-il? Alors le parcours a été très, très long pour nous. Ça a été très, très long. On a, eu le sentiment de perdre beaucoup de temps, heu, d'être, incompris et par les professionnels qu'on a pu rencontrer, par certains professionnels qu'on a pu rencontrer. Ça a été vraiment on avait l'impression vraiment d'avancer, mais de pédaler dans le vide et de vraiment ça a été, une grosse perte de temps pour nous, c'est vraiment comme ça qu'on l'a ressenti. On a perdu énormément de temps, du coup, il y a eu beaucoup de questionnements, ça engendre beaucoup de difficultés dans le quotidien et aussi d'implication parce que, faut pallier à tous ces retards de langage, donc il faut mettre en place des petits systèmes de communication pour que l'enfant puisse, pour que notre enfant puisse, communiquer avec nous, un minimum. Donc ouais, je dirais que ce qui ressort énormément, c'est ça, c'est vraiment un sentiment d'incompréhension, d'errance un petit peu parce qu'on ne savait pas trop, ce qui se passait, pourquoi et une perte de temps, vraiment. Et du coup, là, une fois que le diagnostic a été posé, ça vous a apporté quoi? Alors une fois que le diagnostic nous a été donné, qu'on a eu vraiment un nom, qu'on a eu un mot sur ce qui se passait, alors déjà on a été soulagés parce que finalement on s'est rendu compte que c'était pas si catastrophique que ça. Le fait d'avoir un mot sur, ce qui se passait, ça apaise quand même. Hem Ensuite, on a pu surtout commencer toutes les démarches, auprès de la MDPH et auprès de l'école pour pouvoir mettre des choses en place, pour que les choses évoluent avec notre enfant. Hem, Ça nous a aussi libéré d'un poids financier parce que, toutes les prises en charge libérales, avant le diagnostic, donc avant de pouvoir faire le dossier MDPH, on n'avait pas du tout de prise en charge, donc tout était, à notre charge, hormis l'orthophoniste, bien sûr. Et puis moi, de mon côté, comme on n'avait pas de choses qui avaient été mises en place dans le quotidien à l'école, pour les apprentissages, j'ai dû arrêter, en fait, de travailler pour m'occuper de mon enfant et le fait d'avoir un diagnostic, de mettre, des choses en place, de mettre des outils, que ce soit à la maison ou à l'école, ça m'a permis de reprendre une activité professionnelle
de pouvoir du coup, me consacrer aussi à moi, à ma vie, en tant que personne, en tant que femme. Et financièrement, ça nous a libérés aussi. Ça nous a libérés financièrement, ça nous a libérés, en termes de enfin, dans le quotidien, dans l'organisation, bizarrement, ça a apporté de la sérénité et la ça évolue. Le langage évolue et grandit depuis qu'on a eu ce diagnostic et surtout, on se rend compte on a quand même été bien accompagnés, parce qu'on a beaucoup été impliqués dans le processus de diagnostic. On a beaucoup pris en compte, ce qu'on ressentait. Donc ça a vraiment apporté de l'apaisement et voilà, ça a apporté beaucoup d'apaisement dans notre quotidien pour nous et on a un enfant qui maintenant s'épanouit. Heu, Lui aussi sait du coup ce qui ne va pas entre guillemets et du coup il gagne énormément en confiance en lui. Il grandit dans sa vie de petit garçon en étant épanoui et d'élève aussi. Alors pour rappel, juste le diagnostic, il y avait un trouble, du langage, mais associé aussi, à un autre diagnostic, notamment de TDAH. Donc c'était Mmh. un diagnostic, très complexe. Oui, Hem, si je peux me permettre, l'idée, principale peut-être qu'on peut retenir de votre, parcours, et de celui de votre enfant, c'est de dire que plus l'alerte est donnée tôt et plus oui, on met en place, les stratégies pour poser les diagnostics et les préconisations, d'accompagnement qui vont avec le diagnostic et plus l'enfant évolue tôt et ça enlève un poids, aux parents. Est-ce que c'est juste de résumer comme ça? oui, 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 parce qu'en fait nous on a repéré les signes entre 18 mois et 2 ans et en fait notre enfant a été diagnostiqué à 6 ans. Donc ça a été une période assez longue, heu, donc ouais, oui, c'est ça, tout à fait. Alors, les questions qu'on avait, vues ensemble sont terminées. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose qui vous paraît important? Oui, juste, vraiment, ce qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, c'est de se sentir, écoutés et compris par les professionnels, qu'on avait en face de nous. Toutes nos difficultés, tous nos doutes, tous nos questionnements ont été, étudiés et entendus avec sérieux et vraiment on s'est sentis, soutenus, vraiment, dans ce qu'on vivait au quotidien, et c'est vraiment ce que je retiens et ce que j'essaie de garder en tête, par rapport à ce parcours. Tout ce côté vraiment soutien où on nous écoute et on sent qu'on est aussi important en tant que parent que l'enfant dans le diagnostic. Ben, on vous remercie pour votre témoignage et ce que vous venez de dire, parce Merci à qu'effectivement, vous. c'est important, que vous puissiez être entendu, dans votre parcours, autant que les difficultés, que votre enfant, a rencontrées et qui vont dans le bon côté de l'amélioration. Oui, mais je vous Je vais remercie. Merci repasser, à vous. du coup, pardon, allez-y, je vous laisse parler. Je disais merci, merci à tous, merci à vous. Et encore une dernière fois, merci. Je vais passer, la parole à Delphine Mellet pour, continuer l'animation, notamment sur, les questions avec, Noémie Vol. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, une première question qui a été posée dans le chat, c'est qu'est-ce qui permet de préciser le degré des troubles du neurodéveloppement? Ouais. Alors du coup, il y a effectivement, nous les scores qu'on peut objectiver dans les différentes évaluations. Mais au-delà de ça, c'est surtout en fait le retentissement pour le patient qui va être important et donc pour mesurer ça, on a bien sûr les temps d'entretien et il y a aussi plusieurs questionnaires qui existent, voilà, de retentissement retentissement fonctionnel, retentissement sur la vie quotidienne. Parce qu'en fait, 2 enfants qui ont exactement le même profil, les mêmes scores, au bilan peuvent avoir des stratégies complètement différentes et des réactions différentes. Certains enfants avec, je sais pas, des grosses difficultés d'articulation, pour certains, ils vont se mettre en retrait et voilà, vraiment, ne plus participer, aux interactions avec les autres enfants et d'autres, pas de souci, ils vont continuer comme ça. Donc voilà, c'est vraiment essayer de mesurer, ce retentissement fonctionnel avec,
on peut s'appuyer sur les questionnaires qui existent pour ça. Une autre question, comment le psycholinguiste, peut intervenir dans la remédiation des troubles du neurodéveloppement? Bonne question. Je pense que l'avis de chacun est vraiment intéressant et justement, après psycholinguiste, je ne sais pas, je n'en connais pas, mais je ne sais pas si la personne qui a posé cette question veut nous donner des précisions. Peut-être en ouvrant votre micro, si vous souhaitez vous partager. D'accord. Ouais. Il est disparu. On va poser une autre question, peut-être en attendant, en cas où. Une question concernant le diagnostic complexe, TSA, trouble de la communication, pour le diagnostic différentiel. À qui on oriente? Est-ce qu'on oriente plutôt au CRA ou plutôt au CRPLA? On se pose la question assez souvent, nous aussi. Et en fait, je dirais, vous pouvez envoyer à l'un ou l'autre centre. De toute façon, en fait, on travaille tous ensemble et on a des réunions de concertation justement entre les centres, en fonction, on étudie les dossiers et on n'hésite pas en fait à réorienter quand, la problématique, voilà, nous semble plus, sur une question, TSA ou plus sur une question de langage-apprentissage et parfois on fait des bilans ensemble aussi parce que, voilà, pour nous on a l'impression que ça répond mieux à la demande. Donc, envoyez où vous voulez et nous après on analyse les dossiers. Donc, voilà, on travaille ensemble, pas de souci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il n'y en a plus qui dans le chat. Ah. Peut-être Ouais, il y a une personne quelqu'un qui qui lève la main. Euh, Est-ce que vous... Il faudrait... Ouais, je peux pas, non. La personne qui a levé la main, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro ou vous n'avez pas la main dessus? Je pense que c'est. Parce qu'on voit une demande, mais on ne voit pas. Il y a une question, Sabine qui a levé la main. Oui. Oui, bonjour. C'est bon, on Bonjour vous à entend. tous. Ok, merci pour cette présentation. C'est moi qui avais posé la question relative à la psycholinguistique. Alors, c'est ce que j'ai étudié en Côte d'Ivoire dans le département des sciences du langage à l'université. Et la psycholinguistique étudie les processus qui rentrent en ligne de compte dans la production du langage, dans l'acquisition même du langage et même dans le traitement de certains troubles du langage. Voilà, et vu que voilà, il y a les troubles de la communication qui peuvent intervenir, c'est pour ça que j'ai demandé en quoi est-ce que on pourrait aider. On va dire, déjà, on connaît le rôle de l'orthophoniste qui intervient, de l'ergothérapeute, mais en ce qui concerne la psycholinguistique, on serait peut-être plus outillé à présenter peut-être des outils pour aider les orthophonistes, ou bien même, voilà, donc, bon, c'était dans ce sens, en fait, que je posais la question, surtout dans la conception d'outils pédagogiques pour aider les enfants, peut-être qui ont des troubles de la communication. Oui, d'accord. Ok, c'est vrai que c'est une approche qui est intéressante et c'est un métier qui n'existe pas chez nous, mais en tout cas, oui, le domaine est intéressant et je pense que c'est bien d'avoir ces différents points en tête et au même titre que voilà, on peut travailler avec des neuropsys ou des ergots pour réfléchir aux outils les plus adaptés. Je pense que c'est une approche qui a tout à fait sa place, oui, oui. Alors, il y a quelqu'un qui commente en disant que la psycholinguistique est enseignée dans le cursus des orthophonistes. Oui, ça fait partie de mon cours. Voilà. Oui. Et une autre question, à quand la présence des parents dans les réunions de concertation concernant les TND de leurs enfants? Bonne question. Oui, après, voilà, c'est vrai que pour l'instant, nous, on propose voilà, que ce soit souvent, c'est les médecins ou les professionnels qui suivent l'enfant qui viennent nous présenter les dossiers, en accord avec les parents, bien sûr. Mais voilà, ce serait un format, pourquoi pas, hein. Après, il faut juste augmenter notre temps de travail. Vous avez une autre question. Vous avez aussi évoqué que les ordonnances vers les orthophonistes pourraient disparaître. Oui, je me suis emballée. Est-ce que c'est dans les tuyaux actuellement? Et ça va être à l'essai prochainement, normalement, dans certaines régions, qui a un accès direct, en fait, qui n'a plus besoin de passer par les ordonnances, mais on n'a pas encore le feu vert. Donc, pour l'instant, gardez
faut garder le dispositif actuel avec l'ordonnance du médecin. Bien croiser les deux. Alors, un autre commentaire d'Aurélie qui nous dit: la psycholinguistique peut être un plus dans le travail d'intégration des implicites. Tout à fait. Oui, ben voilà, il faut travailler tous ensemble. Je suis d'accord. Peut-être expliquer pour les non-initiés. L'implicite, la création des implicites. L'implicite, c'est tout ce qui ne va pas être dit directement, où il va falloir faire du lien entre ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, ce qui n'est pas forcément dit. Donc, c'est vrai que voilà, c'est des choses qui peuvent être à travailler pour le coup de façon explicite pour les personnes qui n'ont pas accès directement. Je ne sais pas si c'est clair. Encore un commentaire qui n'est pas... Oui, voilà, l'appropriation des interjections pour un enfant. Oui, voilà, d'apprendre tous ces codes-là, en fait. Est-ce que tu peux peut-être... Donc, le commentaire, c'est l'appropriation des interjections pour un enfant avec TSA. Oui. Là, il faut nous expliquer. Alors, moi, comme je le comprends, mais ça peut, voilà, de comprendre, enfin, je cherche mes mots aussi, hein, c'est difficile. J'arrive pas à trouver. J'arrive pas à trouver. Vraiment, c'est voilà, des choses que l'enfant va intégrer de façon voilà, directe. Un enfant qui va présenter un TSA, il va falloir lui apprendre que quand on fait telle ou telle, quand on a telle ou telle réaction, qu'on dit telle ou telle chose, ça peut signifier aussi telle ou telle chose. Donc, c'est tout ce code-là qui va être à apprendre. Mais là, tout de suite, en direct, je ne trouve pas d'exemple. Mais Aurélie, si vous avez un exemple. En attendant, si Aurélie a un exemple, je pose, il y a une question concernant le format des webinaires et est-ce qu'il y aura d'autres webinaires prévus, notamment sur les troubles spécifiques des apprentissages. Et donc, oui, effectivement, là, c'est le 3e webinaire de la fédération. On en organise à peu près 3 par an. On vous remettra là, dans très peu de temps, à la fin de la présentation, l'information pour le prochain webinaire qui sera sur les troubles du développement intellectuel. Il aura lieu au mois de mars. Je vais rappeler ça, on va vous donner la date exacte dans très peu de temps. Et donc, effectivement, n'hésitez pas dans le questionnaire de satisfaction à donner vos idées, vos attentes pour des prochains webinaires, parce que c'est vraiment l'objectif, de répondre un peu à vos attentes. Et le trouble spécifique des apprentissages fait tout à fait partie des thèmes qui seront abordés dans les prochains webinaires. On a Aurélie qui a aperçu ma demande de détresse. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, il se trouve que je suis maman avec un enfant qui a des troubles du langage, oral plutôt dans l'expression, et puis pour lequel on va vers un diagnostic de TSA. Voilà. Okay. Et il se trouve qu'en parallèle de ça, je suis psychologue avec un DEA de psychologie du langage et des acquisitions de la cognition, donc de la linguistique, quoi, en fait. Donc, en fait, oui, tout l'intérêt aussi, je suis d'accord avec vous, c'est ce que vous évoquiez, c'est que les interjections, on ne peut pas les deviner dans leur fonctionnalité, au même titre que tout le reste des implicites. Ce que vous disiez, c'est exactement ça. Et effectivement, notre petit loulou, qui a une intelligence assez atypique, plutôt versant haut, il est en train, par mimétisme, de s'approprier toute cette communication-là pour pouvoir un petit peu mieux s'intégrer. Donc, effectivement, il y a tout un tas de bénéfices au fait de pouvoir leur transmettre. Tout à fait. Ok. Bon, on était sur la même longueur d'onde. Une question d'Audrey qui demande: est-ce qu'un enfant qui a des difficultés de langage pour parler la langue française peut bénéficier d'orthophonie en sachant qu'il ne sait pas lire? Oui, tout à fait. Après, voilà, il y a parfois un petit peu débat pour les enfants qui arrivent juste en France et du coup, on se dit, est-ce que c'est vraiment aux orthophonistes d'apprendre le français à ces enfants-là? Donc, ça peut être aussi fait par d'autres moyens, mais là, s'il a des difficultés de langage, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et sachant qu'il ne sait pas lire, c'est pas grave, on a plein d'outils et on pourra justement travailler la lecture aussi avec lui. Donc oui.
Une question d'Émilie qui nous demande une question sur les critères exclusifs de diagnostic. Y a-t-il des enfants qui présentent une déficience intellectuelle, mais aussi un trouble du langage? Mais cela implique qu'on ne peut pas poser le diagnostic de trouble développemental du langage. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une déficience ou avec un trouble du langage associé? Oui, tout à fait. Merci, Émilie, parce que je voulais le dire dans la présentation et j'ai oublié, donc un grand merci. Et en effet, oui, on peut tout à fait parler maintenant de troubles du développement intellectuel avec un trouble du langage oral. Et en fait, c'est là que c'est intéressant d'avoir des super collègues autour de vous qui peuvent faire justement une évaluation cognitive et vous dire une estimation du fonctionnement de l'enfant en termes voilà, de quotient intellectuel, de repère d'âge de développement. Et en fait, moi, avec mon bilan, je vais venir comparer en me disant, bah, voilà, les résultats que j'ai, c'est le niveau à peu près d'un enfant, par exemple, de 6 ans. Et si mes collègues me disent, bah, au niveau intellectuel, il est sur du 6 ans à peu près, et ben là, on va parler d'un niveau de langage qui est dans, cohérent avec le niveau intellectuel. Et si en revanche, je retrouve un niveau de 6 ans chez un enfant qui fonctionne comme un enfant de 8 ans, bah là, je vais pouvoir positionner mon diagnostic de trouble du langage parce que par rapport à ses possibilités, il est en deçà. Donc, il y a une problématique en plus sur le langage. Ben, manifestement, il n'y a plus de questions. Noémie, tu as répondu à toutes les questions. Est-ce que tu peux remettre? Ouais. Alors, un grand merci déjà encore une fois à Salima d'avoir bien voulu témoigner, à Karine qui a préparé en amont ce témoignage avec Salima. Merci à Noémie pour ta présentation. Merci Delphine pour l'animation. Voilà, tout à fait. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Le prochain webinaire, donc du coup, de la Fédération TND aura lieu le 24 mars. Voilà, je n'avais pas la date exacte tout à l'heure. Le 24 mars 2025. Elle portera sur les troubles du développement intellectuel. Donc, c'est l'équipe du Centre de génétique qui fera cette présentation. Voilà, merci. Le lien, comme je vous l'ai dit, pour le questionnaire, le QR code et le lien. Oui, si tu veux. Merci de prendre, c'est rapide, c'est court, ça prendra vraiment pas longtemps de répondre à ce petit questionnaire. Et puis, merci de votre attention et bonne journée.